Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente un livre sur Star Trek. Voilà, mais cette fois-ci pas un livre Star Trek sur les vaisseaux, même si c'est encore du Eagle Moss avec Hero Collector. Il s'agit donc d'un Star Trek A Celebration autour de la série, comme vous le voyez, des années 60. Voilà, parce que la série des années 60 n'a duré que 3 saisons. Si je vous dis pas de bêtises, c'était donc en 66, 67 et 68. Voilà, et à défaut d'avoir le livre sur Voyager, je me suis procuré celui-là lors de promos et de propositions de réduction que j'ai reçu par mail, ce qui m'a permis de l'avoir à vil prix parce que donc normalement c'est pas spécialement donné. Vous voyez que c'était donc quand même à 35 $, 34,95 $ très exactement, et donc là il propose une rétrospective sur Star Trek, donc aussi bien les personnages, les acteurs, que certainement les différents épisodes, les effets spéciaux, enfin j'espère. Et c'est tout récent, puisque ça date de 2021. Voilà. Donc sans plus tarder, je vous propose de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous voyez que, comme d'habitude, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est une belle édition. Voilà. Vous payez 35 $, mais vous savez pourquoi vous payez 35 $, quoi. Et donc là, ils en profitent pour rappeler qu'il y a tout ça. Alors je vous en ai présenté quand même quelques-uns. Celui que j'aimerais bien avoir, c'est justement le Voyager. Ça, quand je l'aurai pas cher, et ben, je me ferai un plaisir de le commander, de vous le présenter. Donc, et il continue. Et là, une image que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'en plus, elle est intemporelle, cette image. Elle est vraiment très, très sympa. Et donc, hop, ça c'est certainement pas d'époque. Les débuts de Star Trek, sauf que là du coup c'est pas l'Enterprise des débuts. Hop. Et donc les débuts de Star Trek, c'est quand même assez étonnant de savoir que Star Trek c'était quand même 2 films pilotes. Pour conduire ensuite à la série qu'on connaît tous avec Kirk. Mais le premier épisode pilote, c'était pas avec Kirk, c'était avec le Captain Pike, qu'on a appris à connaître notamment ces derniers temps avec Discovery. Et donc il y a écrit Making the Cage, donc parce que donc en français ça s'appelait La Ménagerie, mais le premier épisode pilote c'était The Cage. Et donc des photos d'époque forcément en noir et blanc. Où donc en 64 ils ont tourné tout ça, décor de la passerelle qu'on connaît tous, avec quand même pas mal de détails qui sont un peu différents. Les costumes sont très différents également, les extraterrestres à grosse tête typiques, j'allais dire, de l'époque, mini-jupe un peu moins typique quand même, et un Leonard Nimoy qui campait déjà Spock, mais qui sourit dans cet épisode. Voilà, donc Captain Pike, qui sera dans cet épisode pilote, mais qu'on ne verra pas ensuite. Number One, donc c'est le premier officier qui est juste en dessous du capitaine et qui est une femme. C'était un choix de Roddenberry, qui en 64, c'était quand même nouveau, quoi, de présenter une femme aux commandes. Hein, je rappelle que à cette époque-là, que ce soit aux États-Unis ou en France d'ailleurs, il me semble bien qu'une femme ne pouvait pas avoir de compte en banque ou de boulot sans avoir de mari, il me semble. Donc, mine de rien. Dr Boyce, donc c'était absolument pas Bones, le Dr McCoy, mais là pour le coup il fait très vieux. Yeoman, Early Girl, je me rappelle absolument pas de ce personnage. Le navigateur, celui qui certainement est aux commandes de l'Enterprise, et en fait tout beau de Lego, 5-year mission. Donc là, second film pilote, avec des personnages qui se retrouvent avec des super pouvoirs, il n'y a pas d'autre mot. Donc un bon ami de Kirk et une nénette qui se retrouve avec les mêmes pouvoirs aussi.
Là aussi, les costumes sont très différents, ça fait quand même très soupule. Et Openings Narration, il y a plein de choses certainement très intéressantes en texte, mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps de lire. Mais ça m'a l'air quand même d'être très intéressant. Donc, Kirk, qui maintenant est connu de tout le monde et du monde entier. William Shatner. Voilà. Qui remplace du coup le Captain Pike. Ils ont eu la bonne idée quand même de ne pas lui laisser le même nom. Hop. Présentation du personnage. Voilà, donc second épisode pilote. Où, là où personne n'est jamais allé, where no man has gone before. Voilà, qui arrivera à convaincre finalement CBS de passer la série. Donc épisode pilote de la saison 1 en 66. Spock qui va beaucoup évoluer dans la série et dont beaucoup d'éléments viennent en fait de la culture personnelle de Leonard Nimoy. Qui n'a pas aimé d'ailleurs son personnage, qu'on le rabaisse à ce personnage-là. Il avait beaucoup de mal à trouver d'autres rôles, même s'il a joué notamment dans Mission Impossible sur la même période. Mais du coup, il avait même fait un bouquin pour dire « Je ne suis pas Spock ». Pour finalement revenir là-dessus, un peu comme les autres acteurs, et notamment William Shatner, qu'on avait marre qu'on l'embête avec Star Trek. Parce que mine de rien, ça avait, avec les rediffusions aux États-Unis, eu beaucoup de succès, non seulement à la fin des années 60, mais surtout au début des années 70. Et donc, ils sont revenus sur leur dire en disant « Bon, ok, on a joué ça, on en est content. » Mais au départ, ils le disaient clairement « Laissez-moi tranquille. » Dr Piper, le second docteur, donc certainement dans le second épisode pilote. Donc toujours pas McCoy. Yeoman Smith, apparemment, fallait absolument des seconds rôles féminins qui soient derrière le popotin du capitaine. Lieutenant Alden, alors un noir sur la passerelle de l'Enterprise aussi, là c'était nouveau, mais du coup apparemment c'était l'officier des communications et c'était celui qui va être remplacé ensuite par Uhura. Épisode 10, The Corbomite Maneuver. Ouais. Dr McCoy, important. Docteur Passion. Alors, ce qu'il y a à retenir là, c'est que finalement les personnages qui sont devenus légendaires autour de Star Trek ne sont pas tous arrivés en même temps et dès le début. C'est ça qui est amusant. Voilà. McCoy n'arrive pas avec le second épisode pilote, le premier épisode de la saison 1. De même que Chekhov et Sulu ne sont pas nécessairement arrivés en même temps dans la série. Sulu a disparu un temps, a été remplacé par Chekhov et ils ont fini par mettre les deux. Voilà. Les Vulcains, une espèce pleine de contradictions. Yeoman Rand. Alors donc ça c'est la nouvelle Yeoman qui forcément admirera le capitaine et qui aime les coiffures en damier. On la verra très peu après Star Trek, on la verra dans notamment Star Trek 3, un petit clin d'œil, elle n'a même pas de dialogue ni rien, où elle voit arriver l'Enterprise en sale état et elle remue la tête du style « Qu'est-ce que vous avez encore fait ?» Et il me semble qu'on la voit ensuite dans Star Trek Voyager sur l'Excelsior et elle fait partie de l'équipage de Sulu, de Captain Sulu. Les Romuliens, donc les cousins, les frères des Vulcains. Arena, donc, avec le Gorn. Monsieur Scott, donc, truc entre guillemets amusant. C'est un vétéran
Il avait même fait la Seconde Guerre mondiale et participé au débarquement en Normandie. Et je ne sais plus si c'était pendant la guerre ou lors d'un accident, mais il lui manquait un petit bout de doigt. Ce qui fait que très souvent on le voit avec les poings fermés ou il s'arrange pour pas montrer qu'il lui manque un bout de doigt. Voilà. Là par exemple on voit pas qu'il lui manque un bout de doigt. Là encore moins. Tiens, là pour le coup il parle de One Scotty to Another, Simon Pegg. Les Klingons qui avaient juste une tête de méchants, j'allais dire typique des méchants des serials américains des années 30-40 dans Flash Gordon et compagnie, les Fu Manchu et compagnie, donc voilà. Ça n'a rien à voir avec les Klingons qu'on connaît maintenant. Le Phaser, Uhura, il mélange un peu tout. Hein. La voix du vaisseau, Uhura. Uhura qui, du coup, a inspiré pas mal de personnes aux États-Unis avec des gens qui se sont dit, bah, s'il y a une personne noire sur la passerelle de l'Enterprise, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas être scientifique, que je puisse pas être pilote, que je puisse pas... Et il se trouve que la première astronaute noire américaine à être allée dans l'espace a rendu hommage, justement, à Michelle Nichols, parce que elle lui avait inspiré cette carrière. Hein. Voilà. Whoopi Goldberg, qui aussi est une actrice qui a été inspirée par Uhura dans Star Trek et qui a tenu absolument à jouer dans Star Trek Next Generation, alors que c'était une étoile montante d'Hollywood avec de nombreux films à l'époque, fin des années 80. Commencé par Couleur pourpre, si je me rappelle bien. Space Seed, épisode important s'il en est, puisque c'est l'arrivée de Khan. Très intéressant comme épisode d'ailleurs, 67, épisode 22. Donc avec Ricardo Montalban qui n'est pas du tout indien comme son personnage, mais je crois qu'il est mexicain. Mais n'empêche que ça quand même passe beaucoup mieux que le deuxième film de J.J. Abrams, où je suis désolé, mais donc ce brave Benedict Cumberbatch, qui est un acteur que j'aime beaucoup, il fait pas très indien quand même, franchement. Et bon, bref. Sulu, là aussi, ça a l'air de rien, mais non seulement personnage asiatique, mais surtout japonais. Et je rappelle que donc il arrive quand même dans Star Trek en 66-67, quoi, voilà. Et il est d'origine japonaise, mais il est américain. Il a fait partie de ces Américains d'origine japonaise qui ont été enfermés dans des camps, et quand il a été enfant, il était enfermé dans des camps aux États-Unis à cause de la guerre contre le Japon. Mine de rien, personnage important parce que du coup on a aussi la représentation de différentes ethnies et plus tard avec Tchekhov qui est russe, c'est quand même toute une symbolique concernant l'équipage de l'Enterprise, hein, qui vient de tous les horizons. Voilà. Et donc acteur George Takei qui maintenant a fait parler de lui par le fait qu'il ait fait entre guillemets son coming out, et il est connu aux États-Unis surtout comme étant gay, voilà, donc rien de particulier, mais voilà, c'est un ambassadeur du LGBT américain, on va dire. The Devil in the Dark, excellent épisode, donc avec un alien fait de roche en fait, voilà, qui est plus proche de la roche que de matière organique. Épisode 25 de la saison 1, je pensais pas que c'était dans la saison 1, mais c'est vraiment très bien. Tchekhov, donc particularité, non seulement il est russe, mais en plus il est très jeune, je crois qu'il est supposé à peine être majeur, quoi.
Walter Koenig, qu'on retrouve ensuite notamment dans Babylon 5, hein, mais pas que. Carey Foster, la Slave Girl, quoi, ça serait l'Orion qu'on voit dans l'épisode pilote de 64, This Side of Paradise, l'épisode où on voit un Spock amoureux, épisode 24, saison 1. Chapel, donc là c'est quand même relativement important parce que c'est Majel Barrett Roddenberry, donc lié à Jane Roddenberry déjà, mais surtout qui plus tard aura des rôles récurrents dans Next Generation, dans Deep Space Nine, et qui est la voix dans Star Trek, la voix des ordinateurs de tout Starfleet, voilà. Mine de rien, qui nous a quittés il y a quelques années. Alors ça, c'est de loin mon épisode préféré de Star Trek, et là aussi je ne me rappelais pas que c'était dans la saison 1. C'est The City on the Edge of Forever, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais ça parle des paradoxes temporels, et c'est excellent, c'est juste excellent. Si vous ne connaissez pas cet épisode, je vous le conseille vraiment, parce que en plus on y voit quand même, mine de rien, John Collins, qu'on connaît tous à cause de, je crois que c'est Côte Ouest. Mais bon, encore le phaser. Bon. La vie à Desilu, qui est donc le studio où ils ont tourné tout ça. Mine de rien, ça demandait quand même des décors assez imposants. Ricardo Montalban. Il est né à Mexico en 1920. Il a fini sa carrière sur une chaise roulante, mais quelle carrière, quoi. Quel acteur. Ah, ça passe du coq à l'âne, mais Designing the Ship Inside and Out. Donc ce à quoi aurait pu ressembler l'Enterprise au départ. Donc là, relativement classique. D'ailleurs, ça ressemble à une maquette qui était sortie je sais plus où. Et là, quelque part, on a presque les débuts du Défiante. C'est amusant. Donc là, ça c'est quelque chose qui avait été repris notamment dans le premier film de 79. Ici. Ensuite, différentes versions qui là aussi auront inspiré d'autres vaisseaux de Star Trek dans d'autres séries et dans d'autres films. Et pas qu'un peu. Mais au final, Matt Jeffries va retenir ça, même si ça fait encore un peu bouteille. Évidemment, les décors et l'intérieur du vaisseau, quoi. Les coursives, la passerelle, le centre médical, les bureaux, les chambres. John Collins. Un mock time. Alors là, par contre, c'est comment dirais-je, les Vulcains qui se révèlent être, comment dirais-je, très 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 violents tous les 7 ans parce que il faut se trouver femme. Et voilà, donc Spock retourne sur Vulcain et il est suffisamment remonté, on va dire, pour pouvoir se battre contre son propre capitaine, son ami communicateur. Et les scénaristes, alors c'est amusant parce que là ils montrent essentiellement des photos de ceux qui ont fait des trucs pour Star Trek, c'est bien, mais c'est que des hommes. Les auteurs de science-fiction, ils auraient pu mettre quand même des photos des femmes qui ont participé à tout ça, et qui se cachaient derrière des pseudos, ou des noms qui pouvaient prêter à confusion. Céleste Yarnall, Suman Woffenval. Tricorder. Mirror, Mirror, alors ça aussi, un épisode qui aura inspiré énormément d'autres épisodes, notamment de Deep Space Nine et puis même de la première saison de Discovery. Donc avec un univers miroir où Starfleet, c'est un empire terrien avec des vilains pas beaux, quoi. Voilà,
saison 2, épisode 10. Le casting. Ça en fait des photos. Mark Lenard qui va jouer pas mal de rôles dans Star Trek. Hein. Il va jouer le père de Spock, il va jouer le premier Klingon qu'on voit dans le film de 79, il va rejouer le père de Spock. Il joue aussi un personnage romulien. Mine de rien. Art Department. C'est pas toujours la joie, hein. Ça faisait quand même très... on reprend des décors d'autres productions, notamment des décors extérieurs, des châteaux... des villes modernes, des villes de western, des cavernes. Star Trek aime bien les cavernes, avec des bouts de papier qui bougent par terre. Les tribbles. Docteur Note E, ça c'est quelque chose qui sera repris aussi dans Voyager. I'm a Doctor. Alors, la navette, je sais pas s'ils le disent, mais ce qui est amusant, c'est que en fait, ils n'avaient pas les moyens de faire une navette pour l'Enterprise, parce que voilà, ça a toujours été fait avec un budget assez limité, Star Trek. Et en fait, ça a été financé par AMT qui faisait les maquettes pour Star Trek, et ils ont négocié le fait qu'ils puissent faire des maquettes de Star Trek ou la maquette en question en faisant le modèle de tournage. Et du coup, le modèle de tournage n'est pas à taille réelle, il est un peu plus petit que la taille réelle, ce qui fait que les gens sont obligés de se baisser pour entrer dans la navette. Et ensuite, ils tournent dans un autre décor et ils sont debout normalement, mais sinon, ils sont obligés de se baisser pour pouvoir rentrer dedans. Et voilà. Harry Mudd, avec là aussi un truc sur Discovery. Ah, un tour à Babel, je crois que ça s'appelait en français, qui était un beau jeu de mots. Journey to Babel, avec donc présentation, mine de rien, de pas mal d'aliens qui font partie de la Fédération des Planètes Unies, avec, je sais plus comment ça s'appelle cette race-là, mais qui ressemble à des cochons. La mère de Spock qui est humaine, mine de rien. Le fameux baiser entre Kirk et Uhura qui maintenant ne soulèverait aucune polémique, mais je rappelle qu'on est dans les années 60. Dressing for the Future. Alors les femmes quand même étaient assez peu vêtues dans Star Trek, très clairement. Hein ? Mark Lenard, c'est bien qu'ils aient fait un truc particulier dessus. Le maquillage. Mine de rien, être entièrement maquillé en vert, c'était apparemment pas très agréable. Il faut faire attention avec ce genre de choses, effectivement, parce que du coup, la légende veut que, comme la peau, ça respire. Si on est maquillé de la tête aux pieds et qu'on laisse pas au moins un petit peu de peau pour respirer, on pourrait suffoquer, paraît-il. Fameuses oreilles de Spock, mais pas que. Les vieillissements, Pike, là c'était assez pourri là, le Captain Pike pour la version remontée de la ménagerie de Cage. Voilà, vieillissement de McCoy et de Kirk. Barbara Luna, la femme du capitaine dans Mirror Mirror. Les monstres. Alors, le Gorn est rentré dans la légende, mais c'est certainement l'un des plus ratés. L'Horta, voilà, le Horta. Là, c'est un simple gorille blanc avec une corne sur la tête, quoi. Là, c'était, je crois qu'en français, ils étaient des millions. Alors, c'est un monstre qui fait très Twilight Zone, qui aspire, en fait, je crois que c'est le sel dans le corps de ses victimes. Un truc comme ça.
Les Tribbles, toujours les Klingons. April Tatro, c'est la femme chat. Pourquoi ils en font des pages et des pages dessus? Bon, ceux qui ont dirigé les épisodes. Officier indépendant Don Marshall, je crois que c'est celui qui à un moment fait un logiciel pour contrôler des vaisseaux, je sais plus. Là après il y a tout un mouvement visant à remettre Star Trek sur les starting blocks quand tout le monde a appris que NBC voulait annuler Star Trek après la seconde saison. Voilà. J'imagine que ça c'est les personnes qui ont manifesté dans les années 60 et qui ont maintenant 70 ans de plus. Design du vaisseau Klingon, toujours de Matt Jeffries. Design qui va pas changer ensuite, ni dans les films, ni quoi. Enfin, ça sera repris le D7. Ah, voilà, des pages sur les effets spéciaux. Donc, visiblement, là, c'était sur fond bleu. Est-ce que c'est vraiment des années 60, ça? J'espère. Pas sûr. Une image qu'on verra dans de nombreux magazines, les lasers, la téléportation, quand ils se matérialisent, on va dire, ça enlève les traces de pas. Donc des scènes qui sont reprises à chaque fois avec juste la couleur des planètes qui change. Des matte painting. Matte painting qui était repris quasiment à l'identique dans certains épisodes. Hein. Ça, on l'a vu plusieurs fois, ça aussi. The Enterprise Incident. Troisième saison avec Kirk qui est déguisé en Romulien pour aller sur un vaisseau Romulien. Post-production. La musique d'Alexander Courage. Les conventions Star Trek qui ont mine de rien modifié, j'allais dire, la culture geek. Parce que les conventions de SF, les conventions qui s'intéressaient à Star Trek ont quasiment essuyé les plâtres de tous les événements qui allaient suivre. Et s'il n'y avait pas eu des conventions Star Trek et de SF, eh ben, faut bien se dire aussi qu'il n'y aurait peut-être pas eu autant de succès pour Star Wars. Puisque ça avait été présenté dans un événement comme ça en 76 pour préparer les choses. Donc mine de rien, ça c'est les débuts aussi. Mine de rien. Saison 1 avec la liste des épisodes, saison 2, pareil, saison 3. Et là, les décors. Ça je pense que ouais. Ça c'est pas d'époque, hein. C'est y a un coin où les décors de Star Trek ont été reproduits à l'identique. Et on peut visiter du coup la passerelle, la salle des moteurs, la salle de téléportation, donc l'infirmerie, les quartiers de l'équipage. Et ils disent que c'est à Montcalm Street, à Ticonderoga, New York. Ok. Voilà. Bah écoutez, c'est sympa, c'est pas mal. Je pense que même moi, quand je me déciderai à lire les textes qu'il y a là-dedans, je vais apprendre pas mal de choses. Voilà, donc pour le coup, c'est une publication d'Eagle Moss, donc dans leur collection Hero Collector, donc qui célèbre Star Trek, la série originale. J'espère que la présentation de ce livre vous aura en tout cas intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin Star Trek.